ce nouveau numéro de 3 vins à domaine, nous nous rendons dans le village d'une ancienne reine des vins d'Alsace. Aujourd'hui, ce n'est pas avec un vigneron indépendant que nous avons rendez-vous, mais avec une des plus petites et attachantes caves coopératives d'Alsace dont le slogan est « Fier de ma vigne, fier de ma coopérative ». Vous l'aurez certainement reconnu, nous sommes à la cave de Biblenheim. Aujourd'hui, c'est Lucie Weber, maître de chai à la cave de Biblenheim, qui nous servira de guide pour cette découverte. La cave de Biblenheim propose une très belle carte de crémant avec environ une dizaine de références. C'est d'ailleurs avec l'un de leurs joyaux que nous débutons cette dégustation, avec le crémant Subrosa. Alors pour commencer, je vais vous proposer donc un crémant. Donc notre crémant Subrosa, qui fait partie du haut de gamme de nos produits. Donc Subrosa, c'est un assemblage de chardonnay et de blanc de noir, et sa composition est en réalité un secret bien gardé. On est ah non on est 3 à réellement savoir les proportions exactes de ce crémant, et son nom quelque part vient d'ici aussi, Subrosa, une référence un petit peu au Graal, à ce qui se cache sous la rose. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais en même temps c'est l'imaginaire qui travaille un petit peu pour nous. Donc je vais vous proposer de le goûter. C'est un vin qui a été présenté quand, pour la première fois ? Il a été présenté il y a une dizaine d'années à peu près, sachant que donc il est vinifié comme un crémant traditionnel et il repose sur latte à peu près 3 ans. Donc c'est quelque chose qu'on laisse s'élever tranquillement sur ses lits avant dégorgement. Celui-ci est millésimé, on est sur du 2015. Au niveau de la dégustation, c'est vrai qu'on est sur un vin qui est vraiment très fin au nez. Des arômes qui sont un petit peu sur le côté du chardonnay. On ne peut pas nier sa part dans le vin. Donc en disant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a du chardonnay. Voilà. C'est tout ce que vous saurez aujourd'hui. Et en bouche, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très fin. Il y a une belle acidité, c'est assez subtil, ça reste très très frais en bouche. Et c'est vrai que c'est un vin qui est quasiment gastronomique en fait. On peut aussi bien le garder sur un apéritif, comme l'accompagner sur l'ensemble d'un repas. Voilà. Bon, il faudrait quand même un dessert léger. Parce que trop sucré, je pense que ça aurait eu du mal à... Oui, c'est vrai, ça reste quand même quelque chose d'assez subtil, voilà, un peu comme une rose, finalement. Il porte vraiment bien son nom. Donc, pas de choses trop lourdes, voilà, vraiment sur la finesse d'un bon repas. À la cave de Biblenheim, le crémant, c'est une longue histoire. Vous en avez à peu près combien en référence ? C'est une longue histoire, et en référence, on doit être à 7 ou 8 facilement. Après, décliné selon différents types de dosages, bien sûr. Mais la base, ça reste 12 Auxerrois, au Pinot Blanc, et puis le Chardonnay un petit peu aussi, et évidemment tout ce qui est à base de Pinot Noir. Les rosés, les blancs de noir. Voilà. Au regard de ses voisines Bestheim et Wolberger, la cave de Biblenheim est une petite cave coopérative. Elle regroupe une grosse centaine de familles de viticulteurs, principalement dans et autour de Biblenheim, et compte environ 500 hectares de vignes répartis entre Biblenheim et Dorlisheim. Elle revendique entre autres les grands crus Sonnenglanz, Freun, Mandelberg et Schönenbourg. Le deuxième vin est justement issu du grand cru Schönenbourg. Petite particularité, il n'est plus à la vente puisqu'il s'agit d'un ancien millésime. Un choix délibéré qui démontre encore, pour ceux qui l'ignorent, le potentiel de garde d'un vin d'Alsace en général et d'un très grand cru en particulier. On va continuer avec le deuxième. Une petite particularité, je crois savoir. Oui, tout à fait. Donc on a été fouiller un petit peu dans les profondeurs de notre œnothèque, et donc on a ressorti un Riesling Schönenbourg.
Grand Cru Chenambourg donc de Rigvire, sur un millésime 2002. Donc le Chenambourg qui est situé sur le flanc sud à Rigvire, on est sur des sols qui sont hyper complexes avec une première couche de marne de gypse, avec potentiellement une ancienne carrière de gypse coincée quelque part, du grès des Vosges entremêlé là au-dessus, et puis une fine couche de moucheul-calque. Voilà. On est sur des sols qui sont très très riches. Et 2002, j'étais née, hein, je le précise. J'étais encore pas dans le milieu du vin. Donc là, pareil, je suis allée faire quelques petites recherches. Et donc 2002, qui était quand même un beau millésime, comme la plupart des millésimes en deux. Avec un hiver plutôt rude et puis un cycle végétatif assez normal finalement, hein, avec une belle floraison. Et puis on se retrouve avec un vin qui garde toute sa fraîcheur après autant d'années. Au nez, on a déjà un côté minéral qui est dominant, forcément, il a quelques années devant lui. On est vraiment sur la complexité, du Chenambourg qui ressort sur ce Riesling. Le Chenambourg, c'est un grand cru qui est historique au sein de la maison. À Beblenheim, oui. À Beblenheim, on a depuis quelques années, depuis des dizaines d'années plutôt, du Chenambourg qui est amené chez nous, oui. Et donc en bouche, on retrouve vraiment le côté droit du Riesling d'une part, et puis le côté droit du millésime 2002. On est sur un bel équilibre entre l'alcool et l'acidité. Il est relativement sec. Et il garde de la fraîcheur vraiment sur toute la longueur. On sent la matière, on sent ce profil de sol purement Chenambourg, quoi. Et donc, de par l'acidité, on est sur des profils de garde qui sont vraiment très très longs. Et c'était une des caractéristiques d'ailleurs du millésime 2002. Le potentiel de garde lié à l'acidité. Là, 18 ans, un vin qu'on vient d'ouvrir, déguster, on pourrait le déguster dans combien de temps encore selon vous ? Vu son état de conservation aujourd'hui, je pense que une petite dizaine d'années, il est encore largement devant lui, quoi. Je pense que, voire plus. Ce serait d'ailleurs une chose à tester, le garder le plus longtemps possible, qui sait, dans nos caves, pour pouvoir le goûter d'ici 10, 20. Tout à fait. Alors, question un peu piège, parce que c'est vrai que sur les Riesling jeunes, le plat va de soi, j'aurais presque tendance à dire, mais par contre, c'est vrai que sur les vins qui ont maintenant 15-20 ans, souvent, il faut chercher un peu plus loin. Qu'est-ce que vous proposeriez là-dessus ? C'est vrai que c'est pas une question que je m'étais posée. Merci. C'est vrai que sur un vin comme ça, je sais pas, je pense On a une acidité, mais on a quand même du gras. On a du gras, je pense que sur un fromage frais ou des choses comme ça, effectivement, ça pourrait vraiment être pile la bonne association. Après, est-ce que sur un dessert aux fruits, peut-être que ça pourrait passer aussi. Quelque chose de léger, voilà. Quelque chose de crémé, parce qu'on parlait de fromage un peu avant. C'est ça. Mais c'est vrai que sur un fromage frais, je pense que effectivement, ça pourrait être vraiment une belle association à tester. L'histoire de la cave de Beblenheim remonte aux années 50. Avec le recul, les vignerons du village qui sont à l'origine de cette naissance ne renieraient pas les 7 décennies de tradition et de progrès qui permettent aujourd'hui à la cave de Beblenheim de jouer dans la cour des grands, tout en proposant des vins de qualité, de terroir et bien souvent avec une histoire. Nous finissons cette découverte avec le grand cru emblématique de la cave et pour cause, il s'agit de celui du village. En effet, ce dernier vin est un Gewürztraminer Grand Cru Sonnenglanz 2017. Qu'est-ce que vous nous proposez pour ce dernier vin ?
pour finir, je vais vous présenter le fleuron quand même de la cave de Beblenheim, le Grand Cru Sonnenglans, qui est situé juste au-dessus de notre cave. Donc, vous trébuchez 2 fois, vous y êtes quoi. Exactement, on passe la colline et on y est. Donc Sonnenglans, la plupart de nos vignerons, de nos viticulteurs ici à Beblenheim nous en apportent. C'est un peu, voilà, c'est leur chouchou à eux, c'est leur grand cru. Donc là aujourd'hui je vais vous proposer le Gewürz sur le millésime 2017. Millésime 2017 qui était une petite année mais avec des belles concentrations. Et c'est vrai que sur le Sonnenglans, de par son sol qui est déjà un petit peu lourd sur du calcaire, on a des concentrations qui sont toujours assez marquées. Là sur les Gewürz encore plus. On a vraiment des vins qui sont exubérants. Sur des vins jeunes, on est un petit peu plus sur le côté épicé. Et puis en vieillissant, on arrive sur vraiment le côté rose litchi du Gewürz. Donc c'est vraiment un grand cru qui se prête au Gewürztraminer. Voilà, au Gewürztraminer, ainsi qu'au Pinot Gris d'ailleurs, mais c'est vrai que le Gewürz s'y plaît plutôt pas mal. Il peut vraiment s'exprimer finalement comme il l'entend. Il a déjà une belle couleur, hein. On est vraiment sur des couleurs qui sont dorées. C'est baigné par le soleil, hein. Son nom, le nom du Grand Cru parle de lui-même. Ah bon? L'éclat du soleil, voyons. Ouais, on est vraiment sur le côté épicé, frais, jeune d'un Gewürz. Là, typiquement, on est sur un vin pour qu'on va dire, il soit vraiment en maturité, qu'il s'exprime, parce qu'il est encore un petit peu feu follet, là, on va dire ce qui est, quoi. Il faudrait combien de temps pour qu'on puisse l'apprécier pleinement, quoi. C'est vrai qu'il est encore un petit peu jeunot, un petit peu vif. Je pense que d'ici 5-6 ans, ce sera déjà bien arrondi. Et de manière générale, sur des vins de terroir, sur des vins qui ont du caractère, c'est ce qu'il leur faut, le temps de se remettre de la mise et puis d'y aller calmement en bouteille. 5-6 ans en général, c'est le bon âge. Là, en goûtant des 2015, en ce moment, c'est vrai que c'est là qui révèle vraiment le côté, le pur côté sonne d'un côté et le pur côté cépage. Et c'est maintenant qu'on les retrouve sur des anciens millésimes, quoi. Parce que là, on aurait presque tendance à dire en dégustant qu'on arrive presque à délimiter le fruit, les épices. Oui, bah voilà, c'est le temps que tout ça se fonde, effectivement. 2017, c'est encore un petit bébé, hein, il a encore un peu le temps pour devenir comme son copain du Chenanbourg en 2002. Ah bah c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Hein. Et puis c'est vrai qu'en bouche, on a vraiment le côté du fruit. C'est exubérant, voilà, c'est un pur Gewürz. Ça pète au nez et ça pète en bouche. Le fruit est là, il y a de la matière, c'est bien équilibré, alcool-sucre, et puis il y a une belle fraîcheur, une belle acidité en fin de bouche qui accompagne vraiment le vin sur sa durée, quoi. Malgré le sucre qu'on a, effectivement, on a vraiment une fraîcheur en fin de bouche qui permet de rincer le palais. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre avec ça? Bon là c'est typiquement, hein, c'est peut-être un peu cliché, mais bon ben voilà, hein, en entrée, sur un apéritif, un verre de Gewürz, ça passe très bien. Sur une entrée, sur du foie gras, voilà, autant en profiter. Et puis ensuite, pareil, je pense que ça peut, on n'est pas sur un vin gastronomique, parce qu'il y a peut-être encore un peu trop de sucre et il n'est pas assez fondu, mais pourquoi pas, ça pourrait très bien accompagner un repas. Sur des plats asiatiques, c'est exceptionnel, des Gewürz comme ça. Moi j'irais bien sur un accord de contradiction, c'est-à-dire que j'irais bien sur un vieux comté. Là.
Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que sur les fromages, on ne pense pas assez, mais Gewürz et fromage, c'est aussi une super association. Münster, Oui. mais après, je pense que là, sur un vieux comté, on a Oui, quand sur même, une pâte dure, oui, tout à fait. Parce que souvent, les accords, on a souvent tendance à faire des accords, on va dire, d'accompagnement, Oui. et rarement de contradiction, quoi. C'est ça. Voilà, donc lui aussi, je pense qu'il a aussi encore de belles surprises à nous révéler. Puis on le regroupera dans 5-6 ans si vous voulez, et puis Impeccable. on verra ce que ça donne. Merci. Je vous en prie.